Bonsoir, bienvenue dans Classico, le rendez-vous foot du lundi soir sur Radio J, aussi prenant qu'un épisode de Navarro avec Roger Hanin. Quel bonheur de vous retrouver, mes camarades du soir ont chaussé leurs crampons après une petite pause d'une semaine. Bonsoir Franck Tapiro. Bonsoir Steve, bonsoir le Classico, bonsoir tout le monde. Communicant et fondateur de l'agence Routspa, Franck a parcouru le monde ces dernières semaines. Franck, est-ce qu'on parle de Classico au-delà des frontières françaises ? Écoutez, là où je débarque, ce soit en Afrique, aux États-Unis, je me fais assiéger à l'aéroport, les banderoles Classico inondent les aéroports et les gares. J'ai la chance de me rendre, et malgré les déguisements successifs, je me déguise en Neymar, je me déguise en Mbappé, et ça n'arrête pas, partout. Je suis ravi de l'apprendre. Bonsoir également à Alexandre Darmon, journaliste et youtubeur avec sa chaîne Indécis. Salut Alex. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Alex, est-ce qu'on peut parler, ça va très bien, on est ravis de te voir, est-ce qu'on peut parler selon toi de Shkumun au PSG ? Non, on peut parler de manque d'envie, de manque de réussite, d'équipe meilleure en face, mais pas de Shkumun. Voilà. D'accord, je souhaite également la bienvenue ce soir. Tu vas nous raconter tout ça, un nouveau chroniqueur, Alexis Visan. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alexis, ancien responsable commercial au sein de l'agence Sports 5. Alexis, comment tu te sens pour cette première dans Classico ? En pleine forme, la pêche, même si on va parler beaucoup de Paris et que Paris, c'est pas la pêche. Et on embrasse notre ami Benjamin Krief qui est absent ce soir. On va beaucoup discuter aujourd'hui du choc de la semaine en Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Et on a le plaisir de recevoir ce soir une analyste de Bundesliga à SoFoot dans le passé et désormais à Deutsche Welle. Bonsoir Sophie Sarbini. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Et merci d'être avec nous. Bienvenue dans Classico. Chers auditeurs et auditrices, vous pouvez nous écouter sur radioj.fr bien sûr et nous regarder sur la page YouTube de la radio. On compte sur vous pour liker, commenter, partager la vidéo. Classico épisode 25, Herzlich Willkommen. Merci Sophie de ne pas vous être moquée de mon accent allemand assez pitoyable. Ça devait être... Ah bon ? Merci. J'avais fait LV2 espagnol, mais bon. Ça devait être le parfait tremplin pour préparer le match contre le Bayern Munich, mais l'affrontement contre le LOSC samedi s'est soldé pour les Parisiens par une défaite qui ouvre une nouvelle page d'incertitude au-dessus du club de la capitale. Avant de s'arrêter longuement sur le match de mercredi en Ligue des Champions, un premier tour de table, madame, messieurs, sur vos impressions sur cette défaite parisienne à domicile, 1-0. Sophie Sarbini, on vous cède la parole en premier. Je pense que malheureusement, c'est un peu à l'image de ce qui va pas à Paris en règle générale cette saison, quoi. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on disait en intro. Enfin, quand les gens parlent de malchance, je pense que c'est vraiment pas le cas, en fait. On a l'impression qu'ils sont pas dedans, en fait. Et c'est un peu paradoxal à un moment de la saison où ils ont encore beaucoup de trucs à jouer. Enfin, on n'est pas du tout dans une saison où tout est gagné pour eux, quoi. Donc c'est assez étonnant. Moi évidemment je suis pas forcément autant la Ligue 1 que la Bundesliga, mais à chaque fois que je vois Paris, j'ai pas l'impression que c'est quand même extrêmement transcendant, quoi. Donc c'est quand même un peu inquiétant. On vous le confirme depuis Paris, ouais. Ok. Et du coup c'est quand même un peu inquiétant à ce moment-là de la saison, quoi. Alex Darmon. Non mais tout est dit. Il y a 2 semaines on disait ils ont fait un match formidable. Même on disait ils ont fait un match formidable face à oui, c'était un bon match, mais c'est ce qu'on disait il y a 2 semaines, c'était un match en fait. Et le match de samedi, aussi paradoxal que ça puisse paraître, tout le monde dit coup de maître de Lille, Lille était canon, hein, Franck. Non, c'est pas le cas. En fait, c'est pas Lille qui a été canon, c'est pas un coup de maître de Lille, c'est simplement que le Paris Saint-Germain n'est pas à son niveau, n'est pas à son vrai niveau. Et c'est affligeant de voir qu'à 3 jours d'un match face au Bayern de Munich, qui est un remake de la dernière finale de Ligue des Champions, Paris ne soit pas à son niveau, Paris n'ait pas envie de jouer, parce que Paris n'a pas envie de jouer, que Paris manque de joueurs, et il y a un problème dans cette équipe physique. Je le répète depuis le début de la saison, mais il y a un problème physique, de densité, notamment au milieu. Densité, puis un problème de... Voilà, ce que j'allais dire, un problème de milieu de terrain, il y a un problème en attaque dans la tête. Bon voilà, donc
on aura beau analyser tout ce qu'on veut, samedi, Paris est complètement à côté. Alors attends, parce qu'il nous reste une heure d'émission là quand même. On va prendre le temps d'analyser. Hein. On est là pour ça. Franck, qu'est-ce que tu as pensé de ce match samedi? Très, très, très énervé par la première mi-temps catastrophique contre Barcelone, où sans un Navas, je pense qu'on s'y faisait remonter de la même façon qu'il y a quelques années. Il faut être très réaliste, cette équipe, comme on dit en rugby, je suis désolé, c'est un peu vulgaire, se chie dessus. Voilà, moi j'ai joué à bon niveau en rugby, et je peux vous dire qu'en rugby, si on avait joué une mi-temps comme ça, même à petit niveau en division d'honneur, on se serait fait massacrer à la mi-temps. C'est pas possible d'être un supporter et d'être tolérant, je dis bien tolérant, sur une absence, non pas de physique, je suis désolé, mais de mental. Cette équipe, ça fait des années que c'est le mal profond du PSG. Elle aurait dû gagner des dizaines de coupes, des coupes d'Europe, des Champions League. Elle ne le fait pas. Pourquoi? Ouais, mais ça, c'est pas le problème du coach. Franck, c'est pas le problème du coach. On a beaucoup parlé ces derniers jours des discours de Christophe Galtier qui a apparemment beaucoup entraîné ses joueurs ces derniers jours avant le match. Non. J'ai dit ça depuis des années. Enfin, ça fait des années que je le dis. Il y a un problème à la tête, et quand il y a un problème à la tête, il y a un problème au mental. Voilà, vous pouvez changer d'entraîneur, vous pouvez changer de coach, vous pouvez changer de directeur sportif. À un moment, je suis désolé, à la tête de ce club, il y a des gens qui ne sont pas football, et ça se voit aujourd'hui. Alors que dans d'autres marques, Alexandre, alors vas-y. Alexandre, attendez un moment. Alexandre et Alexis Visan qui n'a pas encore pris la parole. Je suis désolé, le palmarès, il est exactement ça. Il y a un problème de mental. On ne peut pas rentrer après avoir fait un match pareil au match aller à Barcelone. On ne peut pas rentrer en jouant comme ça, pire qu'à Barcelone pour le remontada. J'ai jamais vu ça, même l'entraîneur. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas football à la tête du club? Alexis Visan. Non, mais c'est pas vrai. En plus, Alexandre, c'est pas vrai. Alexis, Non, puis Alexandre et Sophie. Moi déjà par rapport au match de samedi qui n'a pas été bon du tout, je pense pas qu'il faille l'analyser en indicateur du match de Ligue des Champions de mercredi. C'est deux compétitions différentes. On voit bien que les joueurs du PSG semblent moins concernés par la Ligue 1, même si c'est pas excusable, même si évidemment tous les supporters vont critiquer ça, mais les prestations le montrent. Je pense qu'on verra un autre PSG en Ligue des Champions, enfin une autre implication, même si par contre, effectivement, physiquement, j'ai trouvé que les Sud-Américains qui sont restés à Paris, je ne les ai pas trouvés bons physiquement, et ça me surprend un peu. On se demande ce qu'ils ont fait pendant 2 semaines. Et puis, il manquera quand même des joueurs importants. On va en parler, je pense, par la suite. Et juste pour ce qui est des gens à la tête du club, bon, il ne faut pas oublier que gagner la Ligue des Champions, c'est dur. Hein. Chelsea, avec Abramovich, a mis 10 ans. Avant, il se faisait critiquer. Une fois qu'il a gagné, après, on critique moins. Et Paris sera peut-être pareil. Sophie et Alexandre. Attention. Il n'y avait pas des prestations mentales. Non, c'est pas possible. Là, on parle de défaite sportive de Chelsea pendant longtemps. Moi, je parle de défaite mentale. Et tu sais très bien, depuis des années, les défaites mentales sont pires que les défaites sportives. Pire. Là, Franck, les réponses je vois Sophie. C'est mental. Non. Je vois Sophie et Alexandre qui veulent te répondre. C'est toujours Allez, mental. Sophie, allez-y. N'hésitez pas à prendre la parole. On vous écoute. Je sais pas si c'est vraiment genre mental plus que je pense que il y a un moment où il faut être concentré dans toutes les compétitions, et bien sûr que les faux pas ça arrive et qu'il y a des fois où il y a des matchs qui se déroulent moins bien et puis on peut être moins dedans aussi. Enfin, je veux dire, les joueurs sont humains, il y a pas de problème là-dessus. Mais moi, ce qui m'étonne beaucoup et ce dont on parle nous ici beaucoup, c'est que quand on compare à certains grands clubs européens, on a l'impression que du début jusqu'à la fin de la saison, ils essaient de jouer toutes les compétitions de la même façon. Enfin, là, forcément, je fais le parallèle avec l'Allemagne, mais je veux dire, le Bayern essaye toutes les semaines d'être fort en championnat, quoi. C'est-à-dire que même si l'objectif, ça reste la Ligue des Champions et qu'ils gagnent le championnat chaque saison, ils pourraient se lasser, mais ils se lassent pas. Il y a quand même cette idée qu'on essaye de rester très, très concentré tout le temps. C'est ce que nous disait d'ailleurs c'est ça qui m'étonne un peu avec le PSG. Christian Jean-Pierre qui nous rappelait, qui connaît bien la première ligue et qui nous disait que cette excuse de préparation ou de fatigue avant ou après les matchs de Ligue des Champions, ça n'existe pas en Angleterre. C'est-à-dire que c'est ce PSG en courant alternatif, pareil c'est un peu une singularité. C'est pareil donc en Allemagne avec le Bayern Munich. Mais le PSG est déstabilisé par déjà des stars qui se comportent mal. Et à un moment, c'est une question de mais alors attends, ça c'est autre chose, Franck. Est-ce que vous pensez que Neymar... Mais non, c'est pas autre chose. Mais non, c'est pas autre chose. Mais si, parce qu'attends, moi j'aimerais bien répondre à ce qu'il a dit. Alexandre Darmon, on t'écoute.
Neymar ne s'est jamais. Il est chaud, Franck est très chaud. On l'a pas vu depuis un mois, il est très très chaud. Mais parce que c'est énervant. C'est énervant, il faut dire les choses. Neymar est un voyou qui aujourd'hui n'a rien à faire au PSG. Non. Il retourne Allez, Alexandre. Et puis c'est tout. Fais-toi l'avocat de Neymar. Franck, non, mais juste, tu parles de faillite mentale en disant que le PSG aurait dû remporter des titres depuis des années. Mais le PSG a remporté des titres depuis des années. Enfin, on a tendance à l'oublier, mais ils sont champions de France 7, 8 fois. Mais non, peu importe, le PSG a remporté des titres. De la dernière Ligue des Champions. Ils ont été finalistes. Et on a tendance à oublier que le PSG a été 7 fois champion de France dans les 8 dernières années. C'est énorme. On a tendance à l'oublier. Ils ont gagné 8 fois la Coupe de France ou 7 fois la Coupe de la Ligue. C'est énorme. On a banalisé tout ça. Oui, on a banalisé tout ça. Ok, non, je banalise pas. Mais à un moment, on n'a pas eu cette équipe pour gagner des championnats. Depuis le début, l'objectif, c'est gagner des titres. Mais encore une fois, qu'on les gagne ou pas, au moins qu'on se comporte bien. La finale de l'an dernier avec le Bayern, elle est ratée alors qu'on a fait une super phase finale. Ratée mentalement. Ouais, elle n'était pas si catastrophique que ça. L'apprentissage. Oui, Sophie. C'est l'apprentissage aussi. Sophie Serbini. Ouais, je trouve pas que c'était une finale complètement ratée. Même le Bayern n'a pas été incroyable. C'est juste pas une très belle finale en règle générale, je pense. Mais je veux dire, le PSG a pas aussi bien joué que effectivement en demi, mais je trouve pas qu'ils aient été catastrophiques quand même. Ça n'a pas été le plus mauvais club face au Bayern dans cette. Alors, samedi, l'un des hommes du match, le Lillois, Benjamin André, a déclaré, Franck, que ses coéquipiers avaient gagné la bataille tactique sur le terrain. En termes de système de jeu, le 4-4-2 assez classique du LOSC avec Ikoné et Jonathan David en pointe faisait face au 4-2-4 ou 3-3-1 du PSG avec Moïse Kean devant. Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que finalement Christophe Galtier a battu Pochettino sur le plan tactique? Bah oui, puisqu'il gagne le match au final. Donc oui, forcément. Mais il n'y a pas d'autre sort que la tactique pour expliquer cette défaite des Parisiens. Mais justement, dire que c'est un coup de maître, c'est un mensonge. Monaco est venu gagner il y a 3 semaines exactement de la même façon au Parc des Princes en disant on va bloquer au milieu de terrain et puis après on va poser le quart à la fin quand on aura marqué un but. C'est tout. Quand vous regardez les statistiques du match de samedi, faut quand même être honnête, je défends pas le Paris Saint-Germain parce qu'il faut un match dégueulasse. Franck a raison quand il dit que Neymar se comporte mal, mais il y a aussi des explications, peut-être qu'on va en parler dans quelques secondes. Et puis ils y sont pas. Maintenant quand vous regardez les statistiques clairement sur le match entier, vous vous rendez compte que il faut de la chance pour être champion de France et que Lille en a eu un peu samedi, et tant mieux parce que Christophe Galtier est un très grand coach et je suis très content pour lui. Mais quand vous regardez ligne par ligne, vous regardez les statistiques, vous regardez comment on appelle ça, je sais pas comment on dit, les statistiques, le nombre de passes. Par exemple, sur la possession, il y a 65% pour le PSG, 35 pour Lille, mais ça veut pas forcément grand. Mais ça veut rien dire ça. Mais ça veut rien dire. Quand tu regardes le nombre de passes, ça veut quand même dire des choses. Ça veut quand même dire que non, mais ça veut quand même dire que le ballon. Lille a bien joué le jeu, Lille a bien joué le coup. Lille a joué comme Monaco. Pour moi, ce n'est pas un coup de maître. Ce n'est pas un coup de maître. Voilà. Il faut avoir les bons mais on sait que le Bayern ne jouera pas comme ça. C'est ça. C'est un bon coup, mais on sait que le Bayern ne jouera pas comme ça. Ça ne jouera pas pareil. Sophie, oui, alors on va discuter du Bayern tout à l'heure, mais peut-être un mot, Sophie, sur les comparaisons possibles entre ce qu'on a vu samedi en termes d'adversité pour le PSG avec la performance des Lillois et ce qui pourrait se présenter à eux mercredi avec le Bayern. En quelques mots, parce qu'on va développer ça tout à l'heure. En fait, c'est vraiment trop différent. Je pense que c'est vraiment difficile de comparer. C'est des équipes qui jouent pas du tout de la même façon. Et le PSG aime pas jouer de toute façon face à ce genre d'équipe. Ça excuse pas le fait qu'ils y arrivent pas, parce qu'effectivement, comme ça s'est déjà passé avec Monaco, ils auraient pu apprendre entre guillemets de leurs erreurs. Mais je pense que c'est des équipes beaucoup trop différentes pour malheureusement avoir techniquement, en tout cas, des leçons à apprendre de cette rencontre-là. Mentalement, sans doute. Physiquement aussi, mais tactiquement, je pense que c'est vraiment pas le match idéal pour se préparer. Enfin, c'est vraiment pas le genre d'adversaire. Est-ce que Flick, compte tenu de ses défaites parisiennes à la fois contre Monaco et Lille, pourrait se dire peut-être qu'il serait intéressant d'aménager mon système de jeu ou ma manière d'aborder le match avec mes joueurs, compte tenu de la difficulté des Parisiens à se positionner face à certains types de jeux et de systèmes de jeu? Non, parce que le Bayern de Munich s'adapte très très rarement à son adversaire. Enfin, ils font quasiment tout le temps le même type de match en fait. Enfin, ils ont la même tactique, surtout depuis que Flick est là. Enfin, où ils sont revenus à un système qui était plus ou moins le système qu'ils avaient avant Niko Kovac. Mais ils jouent plus ou moins tout le temps de la même façon. C'est une équipe qui fait le jeu de toute façon. Alors ça leur arrive de subir ce qui s'est passé face à Dortmund où ils avaient subi pendant les 20 premières minutes de jeu ou la deuxième mi-temps face à Leipzig samedi. Mais globalement, c'est
ils vont pas s'adapter. C'est eux qui vont faire le jeu de toute façon, même face à Paris. Puis n'oublions plus, pas ils jouent que chez eux, non seulement c'est sûr. d'abord le Bayern impose toujours son style de jeu, Franck, Tapiro. mais ça peut aussi sourire, Tout le temps. ça peut aussi sourire à Paris si Paris encore une fois mentalement est dans un bon jour. C'est de jouer des contres, de jouer sur les espaces. Et là on a de quoi, parce qu'on a l'équipe type, moi, pour contrer le Bayern. Mais le problème, on a l'équipe type d'un point de vue de la vitesse, d'un point de vue Ah, du il talent. va manquer quand même Verratti. Mais c'est ce que je. Mais le pas que problème, Verratti, Florenzi. il faut il est jouer à droite. mental. Pas que. Paredes. Oui, en ce moment, ils n'ont pas envie de jouer. Je suis désolé, mais je pense que Neymar pense plus à son transfert. Je pense que Mbappé aussi n'est pas totalement réglé là-dessus. Et je pense qu'il y a des choses extra-sportives au sens du terrain qui influent trop sur l'actualité. C'est le moment crucial, le mois d'avril. Le mois d'avril, on est en quart de finale. On a 5 ou 6 journées du championnat. Enfin, c'est incroyable. C'est le moment où on est le plus en concentré. Et quand je vois Neymar qui se comporte n'importe comment, et sur le terrain et dans les vestiaires, je me dis, cette équipe pète les plombs. C'est tout. Ou alors, à ce moment-là, Mais Franck, pourquoi Mais non, mais c'est pas on va dire encore une fois, c'est un coup de C'est bol. pas pareil, la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Pourquoi tu dis pas ça du joueur Alexandre, lillois La Ligue des Champions, c'est pas pareil. Pardon? En J'ai pas plus, entendu. mais pourquoi tu dis pas du joueur, pourquoi tu dis pas du joueur Diallo? Pourquoi tu dis pas qu'il pète les plombs aussi? Parce qu'il pète les plombs, clairement. Il pète les plombs. Moi, c'est aussi cette petite musique qui me dérange. Le PSG, ils n'ont pas coupé de la saison, d'accord? Et là, on est en train de leur mettre tout sur la gueule, entre guillemets, à Neymar en disant qu'il pète les plombs, alors que le joueur lillois en face, C'est pas vrai? il est à 2 doigts de frapper l'arbitre. Hein. Bah, c'est pas vrai. Non, Mais vous êtes attends. sérieux? Je parle de Quand vous voyez que Neymar. le- Quand on s'appelle Neymar, Attends, qu'on a 29 ans, on est Mais alors un des plus grands joueurs Mais du ça, monde, ça, est-ce qu'on peut d'accord. se comporter comme ça? Non. Mais- Je parle pas des autres, moi. De toute façon, Je parle on de Neymar. de toute façon, on le connaît, Neymar. On le connaît, Neymar. bon De toute façon, on sait que bah, Neymar, apparemment, quand il n'est pas bien physiquement, il n'y a pas le. Quand il n'est pas bien physiquement, Neymar, et ça, c'est C'est pas la première fois. Hein. le match. Neymar, physiquement, quand il n'est pas bien, on voit, il garde trop la balle, et puis il pète les plombs, il sort de son match. Et là, bon, c'est la 90e minute, c'est incompréhensible qu'il fasse ça, mais encore une fois, pour moi, ça n'aura pas d'impact sur le match de mercredi, si on parle du match de mercredi. Maintenant, pour la Ligue 1, c'est inquiétant, mais je trouve beaucoup qu'on analyse la Ligue 1 de cette année du PSG comme si tous les ans, le Paris a 20 points d'avance, donc c'est une saison vraiment différente des autres années. Et moi, je pense que le fait d'avoir été en finale l'année dernière leur donne un focus peut-être trop important sur la Ligue 1 la Ligue des Champions, pardon, et qu'ils n'arrivent pas du tout à s'impliquer suffisamment en Ligue 1, ce qui est un sujet pour la Ligue 1, mais ce qui ne présage rien de la Ligue des Champions. C'est pas Alors, on encore va un terminer grand avec club, ce c'est ce qu'on disait chapitre. tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les clubs Franck. anglais ou les clubs espagnols ne réagissent pas comme ça du tout. Les clubs anglais et espagnols, pour eux, le championnat, c'est le championnat, c'est hyper important. Et il n'y a pas une déstabilisation. C'est ça que je dis depuis le début. Je dis comment c'est possible, avec le PSG, avec ses moyens, avec ses joueurs, avec soi-disant ses talents, etc., qu'on ait une fébrilité pareille. C'est inadmissible. Fébrile. Ça fait des années que ça dure. Ça, je suis Arrêtons, d'accord. on n'est pas surpris. Des années. Alors, Non. cette année, c'est quand même un peu particulier, Je Franck, suis pas parce que d'accord. Paris On compte peut pas dire que ça désormais fait des années que 8 ça dure, défaites. C'est Des la années, première ça fois dure. quand même depuis que les Qataris sont arrivés que le Paris Saint-Germain compte autant de défaites en 31 matchs. 8 défaites déjà cette saison. C'est plus historiquement qu'Auxerre, par exemple, en 96 ou Lyon en 2002, 2003, 2004 et 2008, qui eux avaient été toutefois champions. Je vous propose d'écouter Marquinhos qui revenait samedi justement au micro de Canal+, sur les résultats en dents de scie du club parisien. Ouais, c'est ça, c'est un peu notre point négatif cette saison. On a beaucoup, on a eu des hauts, on a eu des bas, ça a enchaîné beaucoup. Il faut qu'on cherche plus la régularité surtout, des choses qu'on a eues les dernières saisons. Voilà, il faut pas maintenant tout jeter en l'air quand même. On a des choses importantes qui arrivent, qu'on peut faire des belles choses encore. Il faut se concentrer sur le positif, choses qu'on peut améliorer pour tout de suite. Le prochain match, c'est un des plus importants de la saison pour nous. Il faut se mettre à 100%. 8e défaite pour le club parisien cette saison, je le disais, mais aussi 4e défaite déjà pour Mauricio Pochettino. C'est le premier entraîneur de l'ère QSI à concéder autant de défaites lors de ses 14 premiers matchs. On a finalement un peu l'impression d'avoir vu deux grands matchs du PSG sous Pochettino. Le premier contre le FC Barcelone au Camp Nou et le second contre Lyon, et que pour le reste, c'est assez mitigé. C'est peut-être moins bien que ce qu'on a vu, ce qu'on voyait avec Tuchel. Qu'est-ce que vous en pensez avec Tuchel? Sophie Serbini. Après, je pense qu'il est dans une position un peu compliquée parce que il prend l'équipe en courte saison dans une saison qui est quand même, on en a pas trop parlé, aussi rapidement, mais le PSG a pas eu de pause du tout en plus. Ça fait partie de ces clubs qui ont enchaîné avec la Ligue des Champions et derrière avec la Ligue 1 qui a repris 15 jours après la finale de la Ligue des Champions. Et du coup, je pense que c'est pas forcément idéal de prendre une équipe, même si c'était la trêve hivernale, mais la trêve hivernale a été très courte. Alors,
je veux dire, je pense que c'est toujours difficile de changer d'entraîneur en milieu de saison. C'est difficile de changer d'entraîneur en milieu de saison quand on peut pas vraiment recruter en janvier, quand on peut pas vraiment faire d'aménagement tactique ou physique. Alors, c'est peut-être un peu bizarre que on voit pas vraiment sa patte pour le moment et que ça se passe peut-être même moins bien qu'avec Tourelle, mais je trouve que il a des circonstances atténuantes dans comment se déroule la saison et à quel moment il a pris le PSG. Et je pense qu'il n'est pas dans une situation idéale. On verra ce que fait le PSG parce qu'ils ont tendance parfois à faire des choix, à peut-être agir un peu trop rapidement. Donc on va voir s'il restera cet été. Mais je pense que le juger sur les 6 mois là, c'est un petit peu compliqué, je pense. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je pense pas qu'ils le renverront cet été. Effectivement, il a des circonstances atténuantes. De toute façon, on sait aussi que Pochettino est un entraîneur qui perd beaucoup. Il gagne beaucoup, mais il perd beaucoup. C'est dans ses statistiques. Et il gagne normalement les bons matchs. Donc on verra mercredi s'il arrive à gagner le match contre le Bayern de Munich. Après, honnêtement, ça a été très bien dit aussi. C'est une saison qui est tellement irrationnelle. Enfin, je veux dire, quand vous avez un champion de France comme Lille qui perd la semaine dernière à domicile contre Metz, je crois, et qui vient gagner et l'emporter au Parc des Princes la semaine d'après, ou Nîmes, enfin Nîmes encore pire, qui perd chez lui, c'est vrai, 2-1 contre Nîmes, et qui vient gagner la semaine d'après au Parc des Princes. Franchement, je veux dire, c'est pas du tout pour dévaloriser les performances de Lille, pas du tout, parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup. Mais maintenant, ça va pas être un championnat comme d'habitude. On le voit, les stades sont vides, il y a plus de matchs à domicile. Alex, il y a quand même une grande constance chez les Lillois. Bon, il y a eu quelques résultats difficiles contre Brest et contre Nîmes, tu le rappelais, mais globalement, c'est une très belle saison qu'il mène depuis le début Attends, bon, il y a une petite phase difficile, mais sinon, bon. Attends, mais juste, ils méritent leur place. Là. Avec la saison pourrie, oui, je suis d'accord, ils méritent leur place et j'espère qu'ils seront. Mais avec la saison pourrie que le fait le PSG, le Paris Saint-Germain n'est qu'à 3 points du LOSC, à 8 journées de la fin. On gagne pas mal. Il y a pas beaucoup de matchs nuls. Peut-être, mais en tout cas, il y a quand même un souci dans cette Ligue 1 aujourd'hui qui fait que à 4 équipes, et moi, Monaco, pour moi, n'a pas dit son dernier mot, parce que Monaco joue très bien, et à mon avis, Monaco peut vraiment être sorti de cette fin de saison. Un dernier mot de Franck Tapiro qui doit nous quitter. Franck? Non, moi, ce que je pense, c'est que cette année, au contraire, avec tu l'as dit tout à l'heure, cette saison un peu surréaliste, je trouve qu'au contraire, le PSG aurait dû incarner une forme de constance. Et c'est incroyable qu'en fait, on n'arrive pas à imposer notre jeu, à imposer une régularité, alors qu'il y a tellement d'irrégularités dans les autres équipes. C'est en cela qu'on perd une bonne occasion, je trouve, parce qu'on aurait pu vraiment bien s'installer. Et moi, c'est pas les défaites ou c'est pas les scores qui me gênent, c'est les partitions de jeu. J'ai pas l'impression qu'il s'agisse de la même équipe à chaque fois. Et ça, c'est vraiment très, très, très important de voir, par exemple, quand Neymar joue, je suis désolé, mais regardez Mbappé. Regardez Mbappé, on a l'impression qu'il est perdu, c'est quand même surréaliste. Ceci dit, effectivement, on voit que Pochettino met un cadre. C'est Neymar qui est responsable des contre-performances de Mbappé? Mais je suis complètement, c'est pas la première fois, franchement, c'est pas la première fois. C'est le paradoxe ou alors il lui donne des passes, des ballons décisifs. C'est noir ou blanc avec lui. Il y a pas je parle de régularité. Mais quand il fait déjouer l'équipe, il fait déjouer toute l'équipe, pas que Mbappé. Et on voit bien. Samedi, c'est exactement ce qui est passé. Tout s'est focalisé sur lui, et malheureusement, jusqu'à la fin, jusqu'au bout, il fait tout perdre, alors qu'on a un chef-d'œuvre de chance, de Mazal dans les buts qui s'appelle Navas, qui est notre sauvegarde cette année. Et si on fait un grand résultat, ou en championnat, ou en Champions League cette année, ne cherchez pas, c'est Navas à 200%. Ce sera ni Pochettino, ni Mbappé, ni Neymar. C'est Navas. Ouais. Et bien, ce sera notre chance cette année. Et avec une chance pareille, qu'on n'a jamais eu depuis Baratelli, on n'a jamais eu un aussi bon gardien de but. C'est vraiment une honte. On a soi-disant des meilleurs attaquants au monde, des milieux de terrain incroyables. Et... Pardon? Tu oublies Bernard Lama? J'ai dit tu oublies Bernard Lama quand même. Bernard Lama, non mais c'est pas la même chose. Franchement. Non, mais tu parlais de Baratelli, c'est pour ça que. Mais Baratelli, c'est aujourd'hui. Baratelli, c'est classe mondiale. Et Navas, c'est le meilleur peut-être aujourd'hui. C'est le meilleur. Donc, s'il y a de dingue, et on sait très bien qu'avec un gros gardien, en général, on va voir. Mais tous les clubs, c'est pareil pour tout le monde. Merci beaucoup à Franck Tapiro qui doit nous quitter maintenant. Et je cède la parole à Alexandre. J'espère que tu m'écouteras en replay, Franck, parce que dire que le PSG joue moins bien avec Neymar, c'est lunaire de dire ça. Excuse-moi, Mbappé revient de 3 matchs en équipe de France et vraiment, je le répète chaque semaine, j'adore ce joueur, c'est le meilleur joueur du monde, mais il fait 3 matchs plus que pourris en équipe de France. Il revient samedi, il a une bonne occasion, c'est Neymar qui lui fait une passe. Enfin, c'est le foot. Je veux dire, c'est mathématique.
Voilà. Donc après, de dire que Neymar est un Mbappé, tu verras mercredi soir si Neymar est un Mbappé. Je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Je pense que Neymar, si Paris Saint-Germain veut vraiment faire un truc, il devrait prendre un coach à Neymar, un coach personnel, qui lui apprenne à se comporter. Ça, je suis d'accord. Qui lui apprenne à relativiser les choses, à mieux réagir, à lui montrer comment C'est un peu tard, non, Alex? C'est un C'est peu jamais tard, tard. non? S'ils C'est un peu tard, ouais. S'ils C'est le un font peu prolonger tard. pendant 4 ans, il reste encore 4 ans, les gars, hein, à tirer avec Neymar. Donc s'ils le font prolonger pendant 4 ans, ça serait bien que pendant 4 ans, il se comporte bien. Donc c'est jamais trop tard pour prendre un mec Alors, qui la va lui dernière apprendre victoire. à se lever. Et on va ressortir une petite pépite des archives. La dernière victoire des Lillois au Parc des Princes remonte à 1996. On jouait alors la 31e journée et Patrick Collot avait battu un certain Bernard Lama. C'en était fini pour la course au titre pour la bande à Colter, Djorkaeff et Julio César Deli-Valdés. Et voilà ce que disait à l'époque l'entraîneur parisien Luis Fernandez. C'est cuit, il faut en être conscient. Maintenant, il faudra se concentrer sur la finale de la Coupe d'Europe. Est-ce que c'est cuit aussi pour le PSG maintenant? En championnat, bien sûr. Non. Sophie, Non. Sophie, Non, Alex. il y a trop peu d'écart. Non. Et je suis d'accord que Monaco, par contre, peut poser problème encore aussi. Parce que si on regarde les dynamiques, plutôt que les écarts de points. Non, parce que je pense qu'au final, quand même, enfin, je veux dire, certes, il n'y a pas énormément de journées encore, mais Paris, l'Europe a joué. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a trop de facteurs. Il y a trop de facteurs à prendre en compte pour pas prendre en compte l'écart, justement, en fait. Je pense qu'ils ont, enfin, ils ont pas assez de retard, quoi, pour être hors de course. Surtout que potentiellement, ils ont quand même la meilleure équipe, donc il suffit de 3-4 très très bons matchs. Et Lille a aussi perdu des matchs qu'ils auraient peut-être pas dû perdre cette saison, on l'a dit tout à l'heure. Donc du coup, je pense que c'est pas du tout fini. Hein. Non, et puis le calendrier en plus. Le suspense. Ouais, Alexandre. Le calendrier, Steve, parce que le calendrier, quand tu regardes le calendrier de Lille, ils vont jouer à Lyon, ils vont jouer à Montpellier. C'est pas des matchs faciles. Quand tu regardes le calendrier du Paris Saint-Germain, qui n'a pas de match contre les gros jusqu'à la fin de la saison, ou quasiment pas, je crois qu'ils déplacent à Rennes. Si tu considères Rennes comme un gros, c'est la plus grosse équipe qu'ils vont avoir à affronter. Voilà. Et quand tu vois aussi, tu parles de dynamique, la dynamique de Monaco. Moi, je dis Monaco, ça ferait un beau champion. Il y a une petite Monaco. pièce à mettre. Hein. On n'est pas sur Winamax, mais il y a une petite pièce à mettre. Alors, pardon. L'une des clés du match contre je parle comme un vieux là. L'une des clés du match contre le Bayern Munich aura lieu probablement au milieu de terrain. Sophie Serbini, vous êtes, je le disais, une grande experte de Bundesliga. C'est justement l'un des points forts des Bavarois avec la paire Kimmich et Léon Goretzka. Ouais, ils font vraiment. Enfin, alors Goretzka fait la saison de sa vie là. Kimmich, il en est à 4 de suite à peu près, donc voilà. Mais c'est la paire qui fonctionne vraiment très très bien. Et je pense qu'il y avait un petit déséquilibre quand Kimmich était encore vraiment plus fort que Goretzka, mais Goretzka cette année, c'est peut-être la première saison où il déploie tout son potentiel. C'était quand il était jeune, il a été vu comme peut-être le meilleur futur joueur allemand. Il a eu beaucoup de problèmes physiques, notamment quand il était à Schalke. Et c'est la première saison où il est enfin à la hauteur de Kimmich. Et c'est vraiment leur socle, c'est-à-dire hors Lewandowski, qui de toute façon ne sera pas là évidemment face à Paris, mais c'est leur socle le plus important. Et heureusement pour eux, parce que comme la défense n'est pas bonne du tout cette année. Comment vous expliquez qu'il ait justement changé de dimension? Alors il y a 1 an et demi, il a complètement changé de régime. Il y a eu toutes ces photos qui sont sorties sur Internet où on a vu sa prise de muscle. Une transformation physique impressionnante. Voilà, assez impressionnante effectivement. Il a un peu tout changé physiquement parce qu'il avait été vraiment beaucoup blessé quand il était à Schalke. Il a eu quasiment une saison vierge à un moment en 2014-2015. Et du coup, c'est vrai que il a pris physiquement parce que le talent, il l'a toujours eu. C'était vraiment pas le problème, quoi. Et il était aussi pendant longtemps, c'était difficile de lui déterminer un poste. Il a joué quasiment en poste de numéro 10 avec Schalke. Et enfin, je pense qu'il a trouvé avec Kimmich un parfait complément où il peut être plus offensif puisque Kimmich a un profil plus défensif à côté de lui. Et du coup, c'est une doublette qui fonctionne très bien. Ils ont quasiment le même âge et tout en plus. Donc, je pense que c'est vraiment... le Bayern a enfin trouvé quelque chose qui fonctionnait très bien. Et malgré le départ de Thiago Alcantara, on n'a pas vraiment l'impression que ça a eu énormément de conséquences en fait. Ils ont juste moins de solutions qu'avant. C'est certain, surtout avec Tolisso qui est blessé, ils ont quand même moins de solutions. C'est juste ça le problème en fait, c'est qu'ils sont assez dépendants de ces deux-là.
Et s'il y en a un des deux qui est moins bien ou qui se blesse ou quoi, là, ça peut être plus problématique. Alexis, tu voulais réagir à l'analyse de Sophie? Non, on trouve même que le Bayern, c'est même mieux sans Alcantara. Moi, j'adore Thiago Alcantara, mais là, même s'il a été très fort contre Paris en finale, mais c'est vrai que là, il y a un sentiment de puissance qui se dégage de cette équipe du Bayern. Et le problème de Paris, ça va être que les 11 titulaires du Bayern contre les 11 titulaires de Paris, c'est très intéressant. Mais là, la difficulté de Paris, c'est qu'il va manquer quand même pas mal de joueurs titulaires. Est-ce que Sophie, Sophie, par rapport à Pochettino aussi, Ouais, oui, tout à l'heure, Alexis. mais Pochettino, il y a beaucoup de défaites, effectivement, et ça, c'est un vrai sujet. Par contre, ce que j'aime bien dans ce qu'il fait, c'est qu'il met en place un cadre toujours le même, le 4-2-3-1, et qui du coup, il travaille beaucoup sur ce schéma-là, et je pense qu'à terme, ça aide beaucoup. Par contre, effectivement, Ouais, mais est-ce il que n'arrive pas à mercredi, il va pas impliquer être les obligé joueurs de en Ligue 1. changer ce cadre? Est-ce qu'il va pas être obligé de changer ce cadre? On parlait d'un éventuel passage à un 4-3-3 pour essayer justement de contrer Bah, cette paire moi, je pense fantastique du pas qu'il ait Bayern. intérêt. Moi, je pense pas Bah, qu'il ait moi, intérêt parce que les histoires de Paris montrent que changer de système à la dernière minute, on l'a vu avec Laurent Blanc contre City, c'est jamais bon si, signe. ouais. Et puis là, il travaille toujours ce schéma-là. Donc, moi, je Ouais, le pense qu'il problème, a intérêt Alexis, à trouver ce schéma-là. Mais par contre, c'est trouver les bonnes compensations entre les joueurs parce que là, à droite, ça va être compliqué, par exemple. Sans Florenzi, on est quand même c'est plus ça le faible. problème. C'est ça le problème, Alexandre Alexis. Est-ce qu'il a le Darmon. choix? Est-ce qu'il a le choix de pas changer de système mercredi? Honnêtement, vu les joueurs qu'il Bah, on a a, vu l'effectif, la normalement. densité, bah, donnez-moi les joueurs. Donnez-moi les joueurs qui peuvent remplacer Non, bah, Florenzi à droite. on a C'est pas l'effectif, mais Colin après, Dagba, Il a moi, Kerrer, en termes mais de disons que c'est un joueurs, mais peu moins bien en ce après, moment. Ouais. bah, c'est enfin, beaucoup moins Kerrer, bien même. excusez-moi, c'est pas Mais moins tous les bien. postes sont doublés, voire Kerrer, c'est un triplés. scandale. Kerrer, c'est un Kerrer, scandale. c'est Alors terrible. franchement, on a quelqu'un qui est spécialiste de la Bundesliga. Comment on a pu acheter au Paris Saint-Germain ce joueur 30 millions d'euros? Faudra qu'on m'explique un jour, parce que dès qu'il touche le Et ballon, ben voilà, je suis pas Sophie va cardiaque, te mais j'ai répondre. l'impression que je vais faire des trucs cardiaques. Sophie Sarbini Thilo va te Kerrer, répondre. Sophie Sarbini, expliquez-nous. Comment on a pu acheter 30 Alors, millions c'est un... Kerrer, demande Alex. Alors, je pense Par le que, Paris alors, 30 Saint-Germain. millions, c'était beaucoup trop cher et tout. Je pense que le vrai problème de Thilo Kehrer, c'est que il était très bon quand il était Mental. à Schalke. Il était très bon quand il était en jeune à Stuttgart. Le problème, c'est qu'il est passé d'un club, je pense qu'il est passé de Schalke à Paris et c'était beaucoup trop gros pour l'âge qu'il avait. Et je pense que malheureusement, il fait partie de ces joueurs. L'Allemagne protège beaucoup ses joueurs. Et en fait, on se rend pas compte, et c'est ce qui se passe beaucoup quand ils partent à l'étranger. Parfois, ça peut être très dur psychologiquement pour eux. Et je pense que Kehrer, il a eu, dès le début, quand il était à Paris, des difficultés. Et c'est un peu le même schéma que Kevin Trapp, par exemple. C'est-à-dire que Kevin Trapp, par exemple, cette année, fait la Ancien saison de gardien sa du vie à PSG. Francfort. Il est exceptionnel. Il fait une saison incroyable avec Francfort, vraiment. Et il a été très bon face à Dortmund encore samedi. Il est vraiment. Mais quand il était au PSG, il a mal commencé. Il a fait 2-3 boulettes. Et en fait, après, mentalement, il lâche en fait. Et c'est parce que je pense que, alors, voilà, ils sont beaucoup critiqués en France pour leurs erreurs, ce qui se discute. Hein. Je suis pas là pour dire culturellement ce qui est le mieux ou pas, mais je pense que ils sont pas habitués du tout, quoi. Et en fait, ils arrivent, voilà, ils font quelques erreurs et ouais, après, ça devient vraiment un problème mental, effectivement, quoi. Et je pense que c'est beaucoup plus mental qu'autre chose. Et je pense qu'il partira de toute façon à la fin de la saison. Il risque de rentrer en Allemagne et de retourner dans un club qui est plus sans sa stature. Et je suis à peu près sûre qu'il fera une carrière. Enfin, je veux pas m'engager, mais je suis à peu près sûre qu'il fera. C'est sûr. Je suis à peu près sûre qu'il fera comme Trapp et qu'il fera une carrière très correcte derrière et que c'était juste entre guillemets pas pour lui et que c'est assez terrible. C'est sûr. Pas à ce poste, pas arrière droit dans ces cas-là. Parce qu'il a des carences techniques arrière droit. Non, mais c'est un central à la base. Mais c'est un central, de toute façon, à la base. Et ben donc voilà. Alors, il a dépanné à Schalke. Alors, il a dépanné à Schalke quand même, de ce côté-là. Il avait dépanné. Ça fera plaisir à Franck qui est plus avec nous, mais c'est vrai que Kehrer, pour le coup, c'est vraiment mental. Ah ouais. Et moi, le n'a pas été optimal parce qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on voit qu'il a un problème mental. Et moi, j'aurais été dirigeant, je lui aurais prêté une saison ou deux pour se refaire la cerise dans un club un peu moins, avec moins de pression, histoire qu'il retrouve la confiance. Parce qu'on voit qu'il n'est pas du tout en confiance, que les joueurs du PSG, c'est trop pour lui et que l'entraînement est tellement dur qu'en match, il se sent inférieur, alors qu'il est sûrement meilleur que ses adversaires. Mais mentalement, il n'y arrive pas. Est-ce qu'il n'est pas aussi un peu meilleur défensivement que Florenzi? Défensivement, j'entends. Hein. Franchement, non. Enfin, franchement, excusez-moi, non. Hein. Je trouve ça toujours bon. Actuellement, mais... Non, mais même actuellement, même avant, même pendant, même après.
En fait, quand le vous voyez problème, les c'est que je erreurs pense qu'il que fait contre Manchester et Barcelone. Sophie? Vas-y, pardon, excuse-moi. En fait, le problème, c'est que c'est plus. Non, pas de souci. Je pense que c'est plus du tout le même joueur que c'était de toute façon, quoi. Parce que vraiment, il sortait d'une saison à Schalke qui était vraiment très très bonne, quoi. Il était très bon aussi en équipe d'espoir Allemagne. Et je pense que le problème, c'est que pour les défenseurs en particulier, et c'est aussi un peu vrai, je pense, pour les gardiens, quand on est très jeune et qu'on a une très mauvaise saison très jeune, j'ai l'impression que ça casse vachement la dynamique, là où je pense que les joueurs offensifs peuvent se remettre dans le sens de la marche un peu plus facilement que les joueurs défensifs ou les gardiens. Et je pense qu'effectivement, il a tellement plus confiance en lui qu'il fait des erreurs qu'il n'aurait jamais fait alors qu'il était plus jeune à l'époque, paradoxalement. Et il était plus sûr de lui à 19 ans que maintenant, quoi. Sophie, le Ah oui, Bayern c'est avait terrible pour un également un défenseur. match Ça, important. c'est absolument terrible. Le Bayern avait un match également important à jouer et à gérer ce week-end. Victoire 1-0 des coéquipiers de Thomas Müller contre Leipzig sur un but justement de Léon Goretzka. Le titre est joué en Bundesliga? Ouais, sans doute. C'était le match le plus important. Il y a 7 points d'écart. 7 points, c'est quand même beaucoup. Le Bayern qui aurait pu de toute façon, qui a un peu laissé revenir Leipzig à un moment où ils auraient pu faire l'écart. C'était le match important à gagner. Ils l'ont gagné. Alors, ils l'ont pas archi dominé du tout parce qu'ils ont été très mauvais en deuxième mi-temps, notamment, ou si Leipzig est plus réaliste, ils ont 5 grosses occasions en deuxième mi-temps, Leipzig. Donc, le Bayern a eu de la chance, mais là, maintenant, 7 points d'écart, c'est surtout qu'ils ont plus de coupe à jouer alors que Leipzig, oui. Puisque le Bayern est déjà éliminé en Coupe d'Allemagne. Donc Leipzig aura un match de plus à jouer en Coupe d'Allemagne, ce qui à ce moment-là de la saison quand même compte un peu. Je pense que oui, c'est plié. On a l'impression parfois en regardant le Bayern qu'il y a des temps faibles. Oui, Alexis, vas-y, je t'en prie. C'est ta première, tu peux tout oser. J'avais une question sur le championnat d'Allemagne parce que en France, on critique beaucoup du coup la faiblesse du championnat du fait que Paris, normalement, sauf cette année, mais tous les ans à 15-20 points d'avance à cette époque. Le Bayern, ça fait 10 ans qu'ils sont champions. Comment est perçue cette domination en fait qui laisse pas de place aux autres en fait? Alors pas très bien, clairement. Alors après, je pense que on se rend pas compte que le Bayern n'a pas gagné tous ses titres avec 20 points d'avance quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu celui avec Jupp Heynckes, puis ceux avec Pep Guardiola qui ont été gagnés assez largement. Quoique la dernière année, quand Thomas Tuchel était la première année de Thomas Tuchel à Dortmund, le Bayern gagne le championnat avec 7 points d'avance, mais ça se joue vraiment sur les 3 dernières journées. Il y a eu des années où le Bayern a été un petit peu poussé dans ses retranchements. L'année où Lucien Favre arrive, la première année, le Bayern est champion qu'avec 2 points d'avance sur Dortmund. Donc, il y a eu des années plus compliquées que ce que le palmarès le montre, entre guillemets. Après, c'est un vrai problème pour la Ligue que aucune équipe ne soit capable de profiter des faiblesses du Bayern, parce que cette année, le Bayern est largement prenable. Il y a eu des matchs compliqués pour eux. Ils sont quand même relativement fatigués. Ils ont des périodes dans les matchs, des vraies périodes de creux où parfois pendant 20 minutes ils avancent plus du tout, et ça c'est normal. On l'a dit tout à l'heure, ils ont exactement la même saison que le PSG puisqu'ils sont allés loin en Ligue des Champions, et derrière ils ont dû enchaîner, et donc ils sont clairement fatigués. C'est sans doute normalement, enfin Lewandowski ne se blesse jamais, c'est la saison où il se blesse, donc c'est quand même un peu un signe, quoi. Et mais cette année, une équipe aurait pu en profiter clairement, et le fait qu'aucune équipe en profite, ça fait évidemment parler beaucoup en Allemagne. Enfin, c'est pas, même si on est habitué au Bayern qui domine, le Bayern n'avait jamais dominé comme ça le championnat allemand avant là cette période de cette dernière décennie, puisque avant leur maximum c'était 3 titres d'affilée. Leur maximum c'était 3 titres d'affilée. Quels sont les points faibles du Bayern? Alors on a dit tout à l'heure très brièvement que Lewandowski ne sera pas là. Est-ce qu'il y a d'autres points faibles que pourraient exploiter les Parisiens mercredi? Alors défensivement, c'est quand même pas génial, hein. C'est pas l'assurance touriste cette année. Ils ont quasiment pris un but par match en championnat. Là, ils prennent pas de but face à Leipzig, c'est quand même un miracle. Les 2 buts qu'ils prennent très rapidement face à Dortmund. Si vraiment on appuie fort sur la défense, elle craque, c'est certain. Même si là, Boateng va revenir et que Davies va revenir aussi sans doute pour ce match, donc ça sera sans doute pas Zule en défense centrale. Donc du coup, c'est quand même un peu plus fort que ce qu'il y a eu samedi, mais quand même, c'est pas incroyable défensivement cette année, quoi. Neuer fait une très très bonne saison, une de ses meilleures saisons depuis un moment, mais parce qu'il doit beaucoup rattraper la défense qui est c'est pas trop ça quand même cette année. Alexis et Alex. Le problème, c'est qu'il va falloir avoir les occasions, quoi. Si je peux me permettre, pour moi, les données, c'est un peu les mêmes que la finale.
Ils étaient un peu Ouais. meilleurs défensivement cet été qu'en ce moment, quand même. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, là, ils ont une période Oui, où mais ça c'est les va, mêmes. ça va à peu près. C'est une équipe qui n'a pas changé Paris du et tout, le de toute Bayern n'ont façon. pas trop changé, quoi. Voilà, donc c'est Non. les mêmes points forts, mêmes Moi, points faibles que la finale. Après, c'est un match aller-retour. Et c'est ça aussi qui va faire la différence, hein, parce que le but du PSG, c'est pas de se griller pour le match retour, en fait, sachant qu'il va manquer quand même beaucoup de joueurs importants pour Paris de mercredi. Mais ouais, l'absence il en de manquera l'arme beaucoup. fatale que Il en constitue manquera beaucoup au retour. Lewandowski pour vous, c'est pas non pas Ah, si, rédhibitoire, c'est mais c'est énorme. pas un point C'est ce que j'allais extrêmement dire. important en faveur de C'est Paris. énorme, Oui, c'est énorme. Alexandre Darmon et C'est ce que Sophie. j'allais dire. En plus, quand tu vois par qui il est remplacé, samedi, par exemple, Eric Choupo-Moting, qui est un joueur qu'on adore au Paris Saint-Germain, mais c'est pas le plus grand attaquant de sa génération. Les défenseurs parisiens, normalement, le connaissent bien. Donc, si, ça, pour le coup, je trouve que c'est un point faible. Maintenant, c'est le point faible. Et il est en attaque, et derrière lui, t'as quand même Leroy Sané, t'as quand même Thomas Gnabry, Müller, t'as quand même Si tant est Kimpembe. qu'il soit titulaire, hein, ce qui est Ouais, mais qui pas d'autre? une Je pense qu'ils le Non, je mettront pense qu'il va titulaire. jouer. Il y Je a pense qu'il va Gnabry. jouer. Ils vont jouer. Et c'est Ouais, peut-être même Sophie Servini. Gnabry qui va jouer en pointe. C'est possible que ça soit Gnabry qui joue en pointe. peut-être. Voilà. Voilà, donc Apparemment. t'auras peut-être Mais Gnabry, je pense que quand même, je pense que ça risque quand même d'être Sané, Gnabry, Choupo-Moting avec Müller juste derrière, parce qu'ils ont joué déjà cette année Ouais. comme ça, et c'est plus facile de remplacer Ils poste ont pour besoin d'un poste. point entre guillemets. d'appui. Comment Voilà. on peut expliquer, Sophie, et peut-être que les messieurs, vous avez également une explication, comment on peut expliquer que Lewandowski n'est pas de doublure, je dirais, de très haut niveau? Parce qu'il veut pas. Il joue tout le temps, surtout. Il est C'est lui jamais qui blessé. décide. Je peux Et c'est lui qui mais je peux décide. Alors, c'est pas lui qui décide dans le sens où, bon, c'est-à-dire que le truc de Robert Lewandowski, c'est que c'est un fort caractère, il a des agents assez puissants et il a jamais vraiment aimé avoir de doublure. Pierre-Emerick Aubameyang, qui était sa doublure lors de la dernière année à Dortmund. Alors, il jouait encore un peu sur l'aile, mais il a été transféré après au poste de numéro 9 juste derrière Lewandowski. Il a quasiment pas joué la fin de la saison quand Lewandowski était là. Lewandowski veut jouer tous les matchs, ça m'intéresse pas du tout d'être remplacé, même pour un match de Coupe d'Allemagne au premier tour sur la pelouse d'une 4e division. Et Alors, il le fait a raté savoir, cette quoi. saison 4 matchs. 4 matchs l'année dernière sur 47 joués, 3 cette saison. Il veut à la fois jouer évidemment, marquer un maximum de buts. Et puis notamment voilà, pour en fait, battre le le problème record aussi, de Müller, je crois. Exactement. Le truc, c'est qu'il chasse ce record plus ou moins de façon officielle, entre guillemets, puisqu'il s'en cache plus ou moins. Et du coup, d'avoir une doublure, bah, c'est pas bien pour lui, quoi. Il y a eu Sandro Wagner il y a quelques années qui sortait d'une très bonne saison à Hoffenheim, qui était venu, qui a pas joué du tout. Et surtout, du coup, les autres attaquants ont pas tellement envie de venir aussi. Enfin, je veux dire, les mecs savent qu'ils vont pas jouer du tout. Enfin, je veux dire, donc c'est quand même compliqué de lui trouver une doublure parce que de toute façon, ça veut dire que vous n'allez pas jouer de la saison. Même effectivement, un deuxième tour de Pokal, c'est Lewandowski qui va le jouer. C'est le premier nom que vous mettez sur la feuille, quoi. Après Manuel Neuer, c'est vraiment les deux joueurs qui jouent tout le temps, quoi. Et du coup, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui est au niveau, qui a envie de venir, et Lewandowski qui a envie d'avoir une doublure. Enfin, la situation est quand même assez compliquée. Après, ça leur est préjudiciable et à chaque intersaison, c'est un petit peu le débat, quoi. Est-ce qu'il faudrait quand même pas faire venir quelqu'un au cas où Lewandowski se blesse? Le truc, c'est que d'habitude, il se blesse jamais et que là, il est blessé au moment le plus important de la saison. Il se blesse au mauvais moment. Voilà. Et au cas où il vieillit aussi, ça serait bien de venir quelqu'un quand même, parce qu'il a quand même 33 ans, 32, il va avoir 33 ans là. Ouais, il va faut avoir quand même préparer l'avenir à un moment donné. Mais il a une hygiène de vie qui est apparemment extraordinaire. Enfin, j'ai 33 ans, je sais de quoi je parle, et je suis très bon encore, je suis très fort, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, je pourrais pas jouer au Bayern de Munich aujourd'hui, tu vois, par exemple. Non, mais je pense qu'ils y penseront, très certainement à un moment, c'est clair, quoi. Mais... Avec peut-être Haaland. Il faudra. Non. Ou c'est complètement hors de propos là. Non, je pense pas qu'Erling Haaland ait envie d'aller spécialement là-bas. Je pense que alors. C'est compliqué parce que Dortmund a lâché beaucoup de joueurs effectivement au Bayern. Après, ils le font plus ces dernières années. Ils essayent de pas le faire. Je pense qu'Haaland a envie aussi de gagner une somme d'argent que le Bayern ne lui proposera pas, puisque le Bayern a une politique salariale qui est certes élevée en Allemagne, mais toujours moins élevée que dans le reste de l'Europe. Son salaire est déjà très élevé à Dortmund. C'est le deuxième salaire du club, alors qu'il est là depuis pas très longtemps. Même s'ils augmentent son salaire, le Bayern Munich va pas lui proposer ce que lui proposera le Barça, va pas lui proposer ce que lui proposera City ou ce genre de club. Et il est venu à Dortmund entre autres à cause du salaire, donc on sait que c'est une motivation pour lui. Ou pour lui ou pour son entourage, peu importe. Mais on sait que le salaire c'est vraiment un point d'accroche.
C'est pour ça que Dortmund avait grillé la priorité à tout le monde sur Haaland. Donc, à mon avis, le Bayern ne va pas le payer ce qu'il veut. De toute façon, ils sont même pas vraiment en course. Et puis, Haaland va pas aller être la doublure de Lewandowski, quoi. C'est clair et net. Donc, peut-être d'ici 5 ans, par un passage, s'il passe par ailleurs avant, peut-être qu'il ira au Bayern après. Mais là, tout de suite, plus tard. Imagine à Haaland dans cette équipe de Bayern de Munich. Moi, je le vois pas. Alors, va nous rejoindre maintenant Grégory Proch. Bonsoir Grégory. Bonsoir à tous. Et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et supporter du Paris Saint-Germain. C'est important de le préciser puisque vous faites paraître chez Solar un livre intitulé Numéro 10. Je le montre à la caméra devant moi pour ceux qui nous regardent, qui nous regarderont tout à l'heure sur YouTube. Numéro 10, les plus grands meneurs de jeu parisiens. Votre précédent livre s'intitulait Je suis né la même année que PSG. Alors Grégory Proch, ma première question sera simple. Dans quelle mesure votre vie suit-elle les courbes de celle du club de la capitale? Je dirais dans toutes les démesures possibles. Ça peut engendrer des périodes de prostration. Oui, j'ai lu récemment une interview d'un glorieux ancien, Mathieu Bodmer, qui disait que bien que jouant à Guingamp à l'époque des faits, au moment de la remontada, il est resté 3 jours prostré. Je pense que la remontada m'a fait à peu près cet effet-là. Alors, vous revenez du livre passionné et très bien écrit, c'est important de le souligner, sur ces artistes qui ont fait rêver les supporters du Parc depuis la création du club. Alors, avant de s'y intéresser, un mot peut-être sur ceux que vous avez laissés sur le banc, et ils n'étaient pas les plus mauvais, Djorkaeff, Okocha, Benarbia, Sessegnon. Néné, je vois Alexis Vizan qui vibre à l'évocation de ces noms prestigieux de l'histoire du club. Comment avez-vous pris, Grégory Proch, cette difficile décision de les écarter? C'est très compliqué parce qu'il y a aussi Joao Alves pour les plus anciens. Et s'il avait dépendu que de moi, d'une certaine façon, il y aurait eu aussi beaucoup d'espace pour quelqu'un comme Patrice Marquet, qui n'a pas laissé une très grande trace, mais qui a incarné à un moment une espèce de souzichisme, si je puis dire, qui s'emparait des jeunes joueurs. Et qui avait un frère à Marseille. Exactement. Les deux étant de Toulon, si je ne m'abuse. Le compromis à trouver, c'était entre mon goût personnel et les évidences. Alors, à partir de là, ça m'a amené à réfléchir un petit peu autour de la question du numéro 10 lui-même, de sa définition, et autour d'une autre question qui est spécifiquement parisienne, qui est la dépendance à un seul joueur. J'ai beau être un immense fan de Safet Souzic et même de Neymar aujourd'hui, je le concède, ou de Moustapha Dallet dans une autre époque, je suis toujours obligé de constater que les meilleures productions de PSG sont réussies généralement quand il n'y a pas de grand numéro 10. Alors par exemple le 4-0 contre le Barça au Parc, ou plus récemment le malgré tout convaincant 4-1 au Camp Nou. C'est des prestations collectives dans lesquelles, pour une fois, il n'y a pas de numéro 10 pour faire un exploit. Et donc, c'est un peu à cette aune-là que j'ai... Pardon. Allez-y, je vous en prie, terminez. Oui, sauf, il m'a aussi fallu considérer le fait que, à travers cette histoire, au détour des années 2000 à peu près, pour ce qui nous occupe, en termes de grand public, le numéro 10 a dépassé en termes de marketing, de symbolique, d'aura, de prestige, a dépassé le simple culte qu'il y avait autour de lui au PSG. Et on a vu par exemple quelqu'un comme Ibrahimovic, qui n'a jamais été réellement un numéro 10 sur le terrain, vouloir à tout prix avoir ce numéro, voilà, qui voulait à tout prix ce numéro, parce que c'est devenu le numéro un petit peu du dieu du foot. Alors c'est un petit peu facile de dire ça, peu de temps après la mort de Maradona, à qui on octroie ce nom-là. Mais le 10 est devenu Dieu avec les années 2000 peut-être, alors qu'il était né probablement et avec Pelé et avec Maradona, Platini, etc. Donc c'est ce qui explique par exemple... Sophie, Alexis et Alexandre, en quelques mots, quel est pour vous le plus grand numéro 10 de l'ISPSG? Mon fils me souffle chaque génération a son numéro 10.
Non, mais chaque génération a son Ouais. numéro 10. Les plus anciens vous parleront de Suzic. La génération Canal vous parlera de Rai. De Rai, ouais. La génération d'après de Ronaldinho. Donc chaque génération. Et la Non, mais ce génération qui est sûr, d'après, c'est de que le numéro Roten. 10, c'est un vecteur d'émotion. Moi, Alors, Le il y a numéro 10, c'est un, un vecteur d'émotion principal. Ouais, Quoi. c'est vrai. je On souscris attend un à exploit tout du ce qui est 10. dit. Je pousse même jusqu'à dire qu'il y a en définitive 4 grandes périodes dans l'histoire et qu'à chacune correspond un très grand 10, qu'il ait porté le numéro ou pas. Daleb pour les années Echter, Suzic pour les années Borelli, Ronaldinho pour Canal et Neymar aujourd'hui pour les Qataris. Alors, vous dites Ronaldinho pour les années Canal, Grégory Rai, Proch, mais vous consacrez un chapitre évidemment à Rai, on l'a dit ici, on va y revenir dans Et à quelques Valdo. instants, mais aussi à Valdo justement, quart de finale, retour 93 de la Coupe de l'UEFA contre le Real Madrid, et pour vous, c'est clair, le plus beau but n'est pas celui qu'on croit, on écoute. C'est-à-dire, on retombe on sur... va écouter le son peut-être. Oui, Grégory, si on va écouter le son. Volontiers. Valdo qui est servi dans la surface de réparation face à Rocha. Valdo frappe de Valdo. Et c'est le but. La fin de frappe de Valdo sur le 3e but du PSG contre le Real de Madrid est quelque chose que je n'oublierai jamais. Thierry Gilardi et Michel Denisot. Grégory Proch, pourquoi ce but est plus grand encore que celui de Ginola par exemple? Pour la même raison que, au risque de faire hurler, je trouve que le but de Suzic en finale de la Coupe de France 83 est plus intéressant que celui de Touré. Que celui de Touré. Est beaucoup moins c'est grave. Que celui de Touré. Oui, parce qu'il est, je maintiens, parce qu'il est beaucoup moins spectaculaire et beaucoup moins sujet aux circonstances. Valdo comme Suzic, ce but-là, ils le mettent 1000 fois sur 1000. C'est un but de pure intelligence, de finesse, et qui ne doit rien au sens du spectacle. Alors, j'ai bien conscience que le but de Touré est magnifique et que celui de Ginola est extraordinaire aussi. Mais je me dis toujours que comme joueur, j'aurais préféré mettre le but de Valdo ou le but de Suzic. Ça m'aurait plus gratifié. Il y a encore un autre disque qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Je vous propose d'écouter justement le chant que lui consacraient les supporters du PSG. Nous sommes lors de son dernier match, c'est évidemment Rai. J'y étais. Oh là là. Est-ce qu'on a le son qui à la technique, Louis? Est-ce qu'on a le C'était le moment le plus émouvant de ma vie professionnelle et aussi un des plus émouvants de ma vie personnelle. Alors on entend les mots de Rai, le frère de Socrates, expliquer que finalement c'est le plus grand moment de sa vie professionnelle, mais aussi l'un des moments forts de sa vie personnelle. Est-ce que vous avez l'impression que les 10 d'aujourd'hui, notamment par exemple Neymar, a un tel attachement, et je fais tourner la parole autour de chacun des chroniqueurs, pour les numéros 10 d'aujourd'hui, notamment pour Neymar par exemple, cet attachement à la capitale, cet attachement au club parisien. Grégory Proch et puis Sophie, Alex et Alexis. Il est évident que non, mais il est tout aussi évident que, par exemple, Mustapha Daleb n'était pas certain de vouloir signer à Paris, que Suzic a pensé très souvent à s'en aller, qu'il y a 3 ans, Verratti était prêt à partir jouer à Barcelone dans un autre registre. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin, nous, pour les aimer, de la parfaite réciprocité. Qu'ils jouent bien peut nous suffire. Sophie, Alexis, Alex, on a moins d'attentes finalement vis-à-vis de ces joueurs. Ouais, mais je pense que l'attachement, ça a aussi beaucoup changé avec le temps, enfin, sans vouloir jouer le couplet du le foot moderne, tout ça. Mais c'est vrai que de nos jours, c'est quand même beaucoup plus compliqué, quoi. Je pense d'avoir un réel attachement. Je pense qu'il aime plus le PSG que ce qu'on dit quand même. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il était extrêmement triste après la finale de la Ligue des Champions, et peut-être qu'il y avait un peu de comédie, j'en sais rien, mais je trouve bien sûr qu'il est problématique sur plein de choses, mais je pense que ça lui importe plus que ce qu'on le dit. Et je sais pas. Je trouve que il est un peu difficile à cerner en plus. Alors, mais je sais pas. Parfois, j'ai l'impression qu'on lui met un peu tout sur le dos, et je suis pas sûre qu'il déteste fondamentalement le PSG ou qu'il déteste être là. Il a sans doute pas le même attachement que Rai ou que ce genre de joueur, mais je suis pas sûre qu'il en ait pas du tout, quoi. Je sais pas. Alexis, Alex. Pour moi, la mort de maillot, c'est une question d'émotion, même pour les joueurs.
aujourd'hui, avec tous les transferts qu'il y a énormément de transferts, donc l'attachement des joueurs à la base, il est quand même moins important. Et je pense qu'il est lié aux émotions vécues. Je prends l'exemple de Pastore qu'on a adoré et qui au début, on entendait beaucoup des histoires de Pastore qui voulait rentrer en Italie, qui ne fait pas Paris. Je pense qu'on l'interroge aujourd'hui, il dit Paris, c'était le club de sa vie. Donc, aussi bien au niveau des supporters que des joueurs, c'est au niveau des émotions vécues. Et c'est ça qui va faire la différence. Et puis, Grégory le raconte dans son livre, il nous l'a raconté récemment, mais c'est vrai que tous les grands joueurs ont un moment voulu partir. C'est jamais tout blanc, tout noir, en fait, tout ça. Numéro 10. Après, je suis d'accord. Ouais, Alex, pardon. Juste un mot sur Rai, c'était une histoire particulière entre les supporters du Paris Saint-Germain et Rai. Ces images où on le voit pleurer. Et ça avait très mal commencé en plus. Bah oui, il a mis un an à jouer Rai. Et voilà, et je pense qu'il y a quand même, malgré tout, Neymar, mais même plus Marquinhos aujourd'hui, qui a un amour du maillot, qui est vraiment sincère auprès du Paris Saint-Germain. Il y a quand même une histoire d'amour entre les Brésiliens et le PSG. Donc, que ça soit numéro 10 ou pas, l'amour du maillot, il se transmet pas forcément par le poste, je pense qu'il se transmet par la culture et par l'histoire des clubs dans les pays d'origine à chaque fois. Numéro 10, les plus grands meneurs de jeu parisiens, c'est paru chez Solar. Merci beaucoup, Grégory Proch, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Merci également à Sophie Serbini pour cette première et j'espère pas cette dernière. On aura certainement d'autres discussions à venir, je l'espère, autour notamment de la Bundesliga. Merci également à Alexis Visan et à Alexandre Darmon ainsi qu'à Franck Tapiro. Merci à Louis et Raphaël à la technique. Classico, c'est terminé pour cette semaine. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr mais aussi sur Spotify et Google Podcast notamment. En vidéo sur la page YouTube de Radio J. Likez, partagez, commentez. Tout de suite, la soirée continue en compagnie d'Avner Azoulay pour le Festival Oriental. Vive le foot et à lundi prochain.